Ce programme vous est offert par Illico Cash. La conférence des gouverneurs ferme ses portes ce vendredi 29 novembre. Durant 3 jours, les chefs des exécutifs provinciaux ont été outillés autour du thème « Renforcer la gouvernance des provinces afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du PDL 145 territoires ». La mission des Nations Unies en RDC va totaliser 25 ans d'existence ce samedi 30 novembre. Quel bilan depuis son arrivée au pays pour lutter contre l'insécurité? On en parle dans ce journal. Et puis le Tchad annonce rompre ses accords de coopération de défense avec la France. Une nouvelle rendue publique quelques heures seulement après la visite du diplomate français à N'Djamena. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Ouverte mercredi dernier par le chef de l'État, c'est ce vendredi que se clôture la 11e session de la conférence des gouverneurs ayant pour thème renforcer la gouvernance des provinces afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du PDL 145 territoires. Pour la deuxième journée, les participants ont travaillé en commission répartie en 3. Plusieurs recommandations ont été formulées. Suivez. Pour la deuxième journée de travaux de la conférence gouverneur, juste après une brève introduction du VPM à l'intérieur, Jacquemin Chabani, le membre de la commission ECOFIN, ont passé en revue les recommandations de la 10e conférence gouverneur et fait des recommandations pour la session en cours. Ils ont également mis l'accent sur les aspects sociaux de province et les financements du secteur porteur de croissance économique. Par contre, ceux de la commission PAGE ont traité sur un certain nombre de recommandations portant réforme des textes réglementaires, permettant ainsi aux provinces de bien mener leur politique. La journée était consacrée à l'harmonisation sur les différentes recommandations proposées aux différentes commissions. Et c'est ce travail que je suis en train de faire, nous les avons déjà réunis, harmonisés, et à ce stade, nous attendons la grande plénière pour faire le rapport final. Et la commission infrastructure a pour sa part traité des recommandations permettant aux provinces de fonctionner normalement en disponibilisant les infrastructures de base et connecter les provinces aux différents territoires. Profitant de l'occasion, le gouverneur de la ville, à la fin, chaque commission a fait la présentation finale de travaux. En bref, juste après son passage à Kalemi, le président de la République est attendu ce samedi à Isiro, chef-lieu de la province du Haut-Uélé, et à Bouta, chef-lieu de la province du Bas-Uélé. À Isiro, le chef de l'État prendra part à la cérémonie de la clôture de l'année jubilaire du 60e anniversaire du martyre de la bienheureuse Anouarit Nenga Peta, Marie-Clémentine, une figure importante de l'Église catholique en République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi effectuera également une visite de courtoisie à la population. En séjour à Kalemi, dans la province du Tanganyika, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a effectué une visite à la prison centrale de Kalemi. Malgré qu'aucun détenu n'a été libéré de la prison, le garde de Sceaux a remis un lot de 300 mousses aux prisonniers dans le but d'améliorer les conditions carcérales telles que voulues par le président de la République. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a effectué une visite d'inspection au centre pénitentiaire de Kalemi ce jeudi 28 novembre 2024. Lors de cette visite, il a remis plus de 300 mousses aux détenus, un geste salué par les prisonniers et les personnels de la prison. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'engagement du gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État à améliorer les conditions de vie dans les établissements carcéraux et à désengorger les prisons. Le ministre d'État a rappelé que ces actions témoignent de la volonté politique du chef de l'État de placer la dignité humaine au cœur de la réforme du système judiciaire et pénitentiaire en RDC. Les prisonniers, visiblement émus, ont exprimé leur gratitude envers cette attention particulière.
Cependant, il a été précisé qu'aucun détenu n'a été libéré ou n'a bénéficié de la liberté conditionnelle à cette occasion. Afin de répondre à cette dernière problématique, une commission a été mise en place pour examiner les dossiers des détenus susceptibles de bénéficier d'une liberté conditionnelle. Cette commission est composée des représentants de l'Agence nationale de renseignement, de la DEMIAP, du chef des divisions de la justice, du cabinet du directeur de la prison et des magistrats. Leur travail permettra d'évaluer les cas éligibles en tenant compte des critères légaux et humanitaires. Cette visite et les mesures annoncées s'inscrivent dans une stratégie plus large des réformes du secteur pénitentiaire avec pour objectif de garantir un environnement carcéral respectueux des droits humains tout en maintenant l'ordre et la sécurité. Le ministre Constant Moutamba a conclu sa visite en exhortant les responsables de la prison à redoubler d'efforts pour assurer une meilleure gestion des détenus et encourager des pratiques favorisant leur réinsertion sociale. Et puis en justice, Jacqueline Dalla, opposant et ancien membre du parti Ensemble pour la République, risque jusqu'à 3 ans de prison. Il a été placé sous mandat d'arrêt provisoire au cours d'une audience devant les tribunaux de paix de Kinshasa, Kinkole. Il est poursuivi pour des faits consultatifs des propagations des faux bruits. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Et puis créé par la résolution 1279 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 30 novembre 1999, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC totalise 25 ans d'existence ce samedi 30 novembre. Quel bilan depuis son déploiement, notamment dans la partie est du pays pour combattre les groupes armés? Pour en parler, je reçois sur ce plateau M. Achille Kapanga, ancien maire de la ville de Béni, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Nous sommes contents d'être réussis encore sur ce grand plateau. Nous pensons que c'est une occasion pour nous de parler aux téléspectateurs de Télé 50. Alors vous êtes de l'Est de la RDC. Je rappelle que vous avez été justement maire de la ville de Béni. Comment jugez-vous le bilan de la MONUSCO dans notre pays 25 ans, jour pour jour, depuis son arrivée? Au fait, un enfant qui a 25 ans, c'est déjà une personne majeure. Donc la MONUSCO, avant c'était la MONUC, est devenue majeure dans notre pays. On doit maintenant avoir les résultats, le preuve de la maturité de la MONUSCO. Brièvement, le bilan c'est trop dire, puisque quand on était venu pour une mission de maintien de paix et que la paix devient élastique, c'est que la mission n'a pas réussi. Et loin de là, vous savez que dans la plupart de nos régions, le peuple semblait considérer la MONUSCO comme un complice. Donc la MONUSCO semblait être comme complice de certains événements malheureux. Voilà pourquoi les villes comme Butembo, beaucoup de villes, on ne veut plus voir les casques bleus. Pourquoi? Puisque tel que nous on s'y attendait, la MONUSCO, quand elle arrivait, à l'époque où les appelait le militaire de l'ONU, quand ils arrivaient, les casques bleus, c'était imposer la paix du coup. Les années 60-65, on a vu comment c'était, mais pour la MONUSCO, c'est trop élastique et les gens ne savent pas comprendre réellement comment à 25 ans, une grande mission avec autant de logistique ne parvient pas à imposer la paix. Donc le bilan, selon moi, est un peu mitigé. C'est un peu mitigé, mais pas négatif. En tout cas, c'est mitigé. Et là, je suis en train d'aller très loin, puisque notre gouvernement aussi aurait mal joué. Puisque la MONUSCO a profité des faiblesses de notre gouvernement pour rester longtemps chez nous. Nous semblions beaucoup plus dépendre de la MONUSCO. Carburant, transport aérien et consorts. Alors, la MONUSCO semblait remplacer le pouvoir à place. Voilà pourquoi, quand eux voulaient partir, ils montraient certaines failles de notre gouvernement. Si nous partons, comment seront ces gens? Si nous partons, c'est le chaos qui va rester. Voilà pourquoi une part aussi de responsabilité revient à notre gouvernement. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché depuis toutes ces 25 années passées? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est un problème tactique, stratégique de la part de la MONUSCO? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pense que la vision n'a pas été la même entre notre gouvernement et la MONUSCO. Puisque, comme je l'ai dit tantôt, la MONUSCO a trouvé que notre pays avait des faiblesses. Et c'est là où la MONUSCO est partie. Est-ce que vous savez très bien que même les assurances de véhicules, de tout ce que MONUSCO s'est payé à Nairobi, oui. Même la sécurité, les cas de sécurité, là, c'était des sociétés de Nairobi. Donc, la RDC semblait ne pas être concernée alors que c'était elle l'actrice principale.
voilà pourquoi, de ces faiblesses-là, la MONUSCO a profité pour faire d'autres affaires. Au lieu de venir imposer la paix qui était prévue, notre gouvernement qui n'était pas regardant, et qui n'était pas prudent, a laissé la MONUSCO aller très loin. Les faiblesses qui vont même jusqu'au niveau de commencer à demander le carburant à la MONUSCO. Mais pas plus tard qu'il y a quelques mois en arrière, le gouvernement venait de renouveler le mandat de la MONUSCO en dépit de quelques manifestations qui avaient eu lieu, je pense, il y a 2-3 ans en arrière. Pensez-vous que cette fois-ci, avant de prolonger le mandat, il y a lieu de faire une évaluation profonde des opérations de cette force dans notre pays? Et c'est ce qui est très important. Vous savez que le pouvoir semblait maintenant se servir de la MONUSCO en base arrière. Quand il y a des problèmes, il faut recourir à la MONUSCO. Les opposants seront reçus par la MONUSCO. C'était devenu comme un arbitre dans notre pays. Et de ce fait-là, ça n'a pas permis à ce que la mission, la vraie mission d'imposer la paix soit là. Vous vous rappellerez, bien dernièrement, il y a même un cadre de la MONUSCO qui avait dit que le M23 avait un armement plus sophistiqué que la MONUSCO elle-même. Il y a des déclarations qui ont montré suffisamment que la MONUSCO ne tenait plus sur notre pouvoir. Et je dis, c'est plus que notre pouvoir vivait comme si elle négociait et le mendiait tout chez la MONUSCO. Alors, dernière question, quelles sont vos propositions alors? Mes propositions sont simples. Au regard du constat que vous faites. Mes propositions sont simples. Il faut qu'il y ait une évaluation réelle, qu'on évalue. Donc que le gouvernement et la MONUSCO évaluent ensemble. Pourquoi ça n'a pas réussi? Pourquoi on a changé peut-être la MONUC à la MONUSCO? Toutes ces questions doivent être mises sur la table. Et on doit montrer au gouvernement ses failles et à la MONUSCO ses failles. Surmonter ces failles-là pour imposer maintenant une nouvelle ligne à suivre et que la paix soit là. C'est tout. Merci beaucoup, monsieur Achille Kapanga. Je rappelle que vous êtes ancien maire de la ville de Goma. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. De Béni, pas de Goma. De Béni, pardon, allais-je dire. En tout cas, merci de me recevoir aussi. Nous sommes... Merci beaucoup. Poursuivant ce journal, les milices de Codeco ont enterré la hache des guerres et elles ont décidé volontairement de déposer les armes pour s'engager au processus de désarmement tant souhaité en vue de ramener la paix dans la province de l'Ituri. L'effectivité de cette opération intervient après 18 mois d'hébergement de ces ex-combattants. L'opération de désarmement et de réinsertion de milices est devenue effective dans la province de l'Ituri. Pour preuve, les milices de Codeco ont enterré la hache des guerres. Ils ont décidé volontairement de déposer les armes pour s'engager au processus de désarmement tant souhaité en vue de ramener la paix dans la province de l'Ituri. L'effectivité de cette opération intervient après 18 mois d'hébergement de ces ex-combattants. Elle a été rendue possible grâce à la détermination du gouverneur militaire Luboyaka Chamadjoni pour retour de la paix dans cette partie du territoire national. Et ce, conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vision matérialisée par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gu Kabombo Mwadiamvita. Ceux qui voudront défendre la patrie iront à la rate, ça sera volontairement. Et ça sera volontairement. Vous commencerez également à percevoir votre solde comme les militaires FARDC. Vous aurez les mêmes avantages qu'eux. Par contre, sachez que l'armée, c'est la discipline. Après ces mots, certains des ex-combattants regagnent leurs communautés respectives et d'autres ont choisi d'être des réservistes pour défendre la nation congolaise telle que souhaitée par le commandant suprême des forces armées congolaises, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Profitant de la semaine congolaise du tourisme organisée à Kinshasa, la chefferie d'Ebaeke a exposé son potentiel touristique, culturel et historique jeudi au Palais du Peuple. À l'occasion, Sa Majesté le Mwami Mwenda Bantu Godefroid Munongo a participé à un panel sur l'écosystème des villages touristiques et développement en présence du ministre du Tourisme Didier Mpambia. La chefferie de Bayenke était à l'honneur à la 3e journée de la 4e semaine congolaise du tourisme, placée sous le thème « Tourisme et paix » au Palais du Peuple à Kinshasa. À l'occasion, Sa Majesté le Mwami Mwenda Bantu Godefroid Munongo, président de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo, est intervenu dans un panel sur l'écosystème de villages touristiques et développement de territoires, en présence du ministre national du tourisme Didier Mpambia, de chefs coutumiers et tant d'autres personnalités. Le Mwami de Bayenke a démontré les efforts qui sont déployés pour développer la chefferie de Bayenke
grâce à la redevance minière. Saisissant l'opportunité, il a insisté sur la nécessité de construire des infrastructures dans ce coin pour booster le tourisme de Bunkeya. À l'issue de cette intervention qui a retenu l'attention du public, Limwami Mwenda Bantu Godefroid Moulongo a conduit le ministre et d'autres invités à une visite guidée au stand de la chefferie de Bayeke. Sur place étaient exposées des affiches et photos, tenues traditionnelles et des ouvrages retraçant l'histoire de Bayeke, du Garengaza, dont le roi Msiri fut assassiné pour avoir refusé d'annexer le Katonga à l'État indépendant du Congo le 20 décembre 1891. Après la communication, l'appel du ministre du Tourisme, il était de mon devoir de venir avec la délégation de la chefferie, parce que le tourisme pour nous c'est l'avenir. C'est un secteur que nous négligeons, et alors que nous voyons nos voisins du Kenya, Afrique du Sud, Maroc et autres, le tourisme leur apporte des milliards, pas des millions, mais des milliards. Nous sommes en retard. Nous ne voyons que le cuivre, le cobalt, etc., les coltans et l'or, alors qu'on a plus que ça, et qui est pérenne, le tourisme. Donc pour nous, ça a été un devoir patriotique de venir. C'est un pays extrêmement riche. Les stands de la chefferie de Bayeke étaient aussi le centre d'attraction de cette exposition de la Semaine congolaise du tourisme pour ses richesses agricoles, dont les célèbres riz parfumés produits à Bunkeya et le maïs. Un site touristique à visiter où le pouvoir coutumier reste conservé et perpétré jusqu'à ces jours. Sous le thème la refondation de la Confédération syndicale du Congo, le 4e congrès électif de la CSC s'est clôturé ce 28 novembre 2024 lors de la clôture de ces assises qui ont débouché à l'installation du nouveau bureau de cette corporation. Le président journalier de la Confédération syndicale du Congo, Fidel Kiangi, s'est engagé à mettre en place une stratégie de la refondation de cette structure qui défend les droits des travailleurs. En présence de plusieurs membres venus de différentes provinces de la RDC, surtout la participation massive de la délégation de l'AACV, BAR, CSC, Belgique, ainsi que du père fondateur de la CSC. C'est le représentant du VPM de la fonction publique qui a clôturé ces assises de 4 jours qui ont débouché à l'installation du nouveau bureau de la Confédération syndicale du Congo. Lors de cette rencontre, le nouveau président de la CSC, Fidel Kiangi, a souligné que le bureau journalier veillera à la refondation de cette corporation et a demandé au personnel administratif de s'aligner derrière cette vision qui exige l'engagement et la résilience. Le bureau journalier sera actif sur le terrain et exige un engagement de tous sur l'œuvre d'implantation de la CSC et accordera de l'intérêt aux permanents d'implantation qu'aux permanents des réunions. Un message bien capté par certains délégués syndicaux qui encouragent cet engagement. C'est le cas de Jean Echomafia Moulungu, président de la délégation syndicale de la CSC et CNCS. Aujourd'hui, nous avons compris que ce n'est pas pour rien que nous avions fait le choix d'être affiliés à la CC. C'est pour cela que nous allons dire aux amis que la CC n'est pas dirigée par le parvenu. La CC est toujours dirigée par ses militants. De son côté, le père fondateur de la CSC, Clément Mwangui, a demandé à la nouvelle équipe de décréter la journée du 27 avril comme étant celle qui sera payée et chômée pour tout le personnel de la CSC. Fidel Kiangi, président de la CSC, Brigitte Chadari Munkole, Eze Atoum, Alphonse Beya et Aimé Bumba Poiti ont été tous élus à l'unanimité lors de ce 4e congrès électif de cette corporation qui s'est tenu du 25 au 28 novembre 2024. En Afrique, le Tchad a mis fin à la coopération militaire avec la France et s'est dit disposé à faciliter le retrait des troupes de l'ancienne puissance coloniale de son territoire de façon harmonieuse. Une décision prise par les autorités quelques heures seulement après la visite du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Cette décision a été prise après une analyse approfondie et marque un tournant historique, a souligné Abderrahmane Koulamala dans son communiqué après 66 ans de la proclamation de la République du Tchad. Il est temps pour le Tchad d'affirmer sa souveraineté pleine et entière et de redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales, a-t-il ajouté.
assurant que la visite de Jean-Noël Bernaud, ministre des Affaires étrangères française, avait par ailleurs permis de renforcer les relations bilatérales à tous les niveaux. Menacés par des offensifs rebelles, Déby père avait pu compter sur l'appui de l'armée française pour repousser celle-ci en 2008 puis en 2009. Ce n'est pas une rupture avec la France comme le Niger ou ailleurs, a assuré Abderrahmane. Le Tchad, conformément aux dispositions de l'accord, s'engage à respecter les modalités prévues pour sa résiliation, y compris les délais des préavis, précisent les communiqués ministériels qui n'évoquent pas des dates de retrait des troupes françaises, une date qui n'a rien d'un hasard, marquant également le 66e anniversaire de la proclamation de la République du Tchad. En bref, en sport pour terminer, pas de victoire d'affilée pour les Léopards dames à la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Les Fauves ont été battus hier 23-25 par les Lions indomptables du Cameroun, alors qu'elles avaient réussi à étriller l'Ouganda à l'ouverture. Pour ne pas se mettre dans des situations compliquées, les Léopards dames devront battre demain les Aigles de Carthage de la Tunisie. Une mission difficile mais pas du tout impossible. Et le rendez-vous est pris pour ce samedi à 18h au gymnase jumelé du stade des Martyrs. On va prendre les rappels des titres à présent. La conférence des gouverneurs ferme ses portes ce vendredi 29 novembre. Durant 3 jours, les chefs des exécutifs provinciaux ont été outillés autour du thème « Renforcer la gouvernance des provinces » afin d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du PDL 145 territoires. La mission des Nations Unies en RDC va totaliser 25 ans d'existence ce samedi 30 novembre. Quel bilan depuis son arrivée au pays pour lutter contre l'insécurité? Nous avons reçu un invité dans ce journal. Et puis le Tchad annonce rompre ses accords de coopération de défense avec la France. Une nouvelle rendue publique quelques heures seulement après la visite du diplomate français à N'Djamena. On va prendre à présent la revue de presse. Et c'est avec Nathan Diamouité qui me rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Kalonji, merci. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent à travers la RDC et dans le monde. Alors, 3 sujets que vous avez sélectionnés aujourd'hui. On commence d'abord par celui-ci. Budget de la RDC, l'ODEP trace un tableau sombre pour l'avenir du pays. Effectivement, Christian, c'est précisément dans un rapport publié hier jeudi que l'ODEP dresse un tableau peu reluisant de la gouvernance de la FATIFER de 2022 à 2024. Cette étude de plus de 50 pages, Christian, consultée par le journal Forum des As, révèle une budgétisation déconnectée à la fois des politiques publiques et des efforts de lutte contre la pauvreté, Christian. En outre, cette situation budgétaire ne permet ni la création des richesses, ni l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Elle compromet également la mise en œuvre effective de la décentralisation pourtant inscrite dans la Constitution. Le rapport réalisé avec le concours d'un groupe d'experts de la société civile renchérit de son côté le journal Africa News peint le tableau d'un pays qui navigue à vue sans boussole avec un budget irréaliste et non crédible marqué par des dépassements, la corruption, les détournements, des marchés de gré à gré, la budgétisation non exhaustive des dépenses irrationnelles et l'absence d'un plan de développement. D'après ces rapports, Christian, consultés également par Congo Nouveau, Samalou Kondé et Judith Essoumenois sont des premiers ministres faibles et affaiblis, entre autres par le gouvernement du président Félix Tshisekedi, qui fonctionne comme s'il était dans un régime présidentiel, alors que notre constitution a instauré en RDC un régime à la française, c'est-à-dire semi-présidentiel. Puis deuxième sujet, Kinshasa, la réalité des Kinois laisse à désirer.
selon plusieurs observateurs. Eh bien Christian, nous retrouvons cette information à la une du journal Les Défis congolais qui titre, tel que vous voyez, besoin d'un état d'urgence dans la capitale, Kin is over. Et puis Christian, ces portails expliquent qu'il ne passe pas un jour sans qu'une frange des résidents kinois porte sur son corps les traces de Kinshasa, la capitale qui meurt, il précise dans ses colonnes intérieures, qu'interminable bouchon, insécurité urbaine, inondation, obscurité, insalubrité. Kinshasa, siège des institutions, centre d'impulsion du développement de la République démocratique du Congo, donne l'image d'un corps malade à l'agonie. Et Christian, tout en précision, tout ce qui démontre justement cela, ce média conclut son tabloïd en rapportant que le président Félix Tshisekedi, qui a lancé des signaux clairs de son implication à faire révertir à Kinshasa sa plus belle robe, semble insuffler une énergie nouvelle dans les chefs des dirigeants de la ville. Dès son côté, les journaux Le Maximum pointent sur sa une, tel que vous voyez juste là en bas, Kinshasa de moins en moins vivable. Ces médias renseignent que la gestion de déchets ménagers à Kinshasa est, selon plusieurs observateurs, marquée par une capacité avérée de l'autorité urbaine à prendre à bras le corps de manière concrète et efficace. La collecte, les traitements et la gestion des risques environnementaux qui nuisent au bien-être et la santé de près de 20 millions de Kinois. C'est malgré divers projets et partenariats visant à améliorer la situation. Et pour boucler la boucle, Nathan, problématique d'embouteillage à Kinshasa, que faire pour une solution concrète? Eh bien, Christian, c'est d'ailleurs une information qui répond justement au deuxième sujet de cette revue de presse. Christian, ces problèmes d'embouteillage dans la ville de Kinshasa continuent de rendre la vie difficile aux Kinois. Heureusement, en ce moment plutôt, il y a certains acteurs qui proposent des pistes et des solutions qui vont justement permettre également à éradiquer ces fléaux. Média Congo informe en mettant sur sa une lutte contre les embouteillages à Kinshasa. L'acteur politique Alain Kyungu propose une série de mesures au gouverneur Daniel Obumba. Ce portail relève, tout en reconnaissant le progrès ponctuel apporté par ces initiatives, Alain Kyungu souligne néanmoins les défis qu'elles ont engendrés, notamment l'absence des planifications intégrées et leurs répercussions sur les zones périphériques. Christian, en ce qui concerne l'essence unique sur les axes stratégiques tels que le boulevard du 30 juin et Lumumba et l'avenue Colonel Monjiba, l'acteur politique Alain Kyungu révèle l'absence d'études préalable de la modélisation des flux du trafic qui a conduit à une rétribution de bouchons vers des zones secondaires et créant des nouveaux points de congestion. Pour surmonter ces limites, Christian, ces mêmes portails précisent que Alain Kyungu propose des solutions ambitieuses et adaptées, dont voici les grandes lignes: l'élaboration d'un plan directeur des mobilités urbaines, les développements des corridors alternatifs ainsi que la réhabilitation de routes secondaires, la création de zones logistiques dédiées. Alain Kyungu appelle également à une approche inclusive et participative pour faire de Kinshasa un exemple de mobilité durable en Afrique. Merci de votre présentation, Nathan. C'est moi qui vous remercie, Christian. Voilà qui boucle complètement ce journal, madame, messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.